Salut Ophélie, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour parler de ton histoire, de ton parcours, aussi ta préparation marathon, parce qu'on va le voir que tu as un lien particulier avec cette distance. Mais avant de discuter de tous tes défis sportifs, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Super, merci de me recevoir, je suis contente d'être là. Le gros est passé, puisque le marathon est derrière toi maintenant. Ouais. Donc soulagé, quoi. Soulagé. Bon, du coup, aujourd'hui, effectivement, je te reçois. Un peu fier aussi. Ouais, j'imagine. Puis en plus, j'avoue. On a le droit d'être fier de soi aussi. J'avoue. On a le droit, surtout quand on réalise un marathon. Et justement, on te reçoit aujourd'hui en tant que marathonienne. D'ailleurs, bravo, félicitations, parce que ça y est, tu fais partie un peu de ce club de marathoniens. Et pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, c'est un ami commun qui a organisé cet échange. Et il m'a dit que tu avais accepté de venir témoigner dans le podcast parce que maintenant que tu as couru les fameux 42 km 195, tu te sens légitime pour parler de course à pied. Et justement, moi, ça me fait poser une question. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a souvent ce besoin de légitimité pour parler de ce qui nous passionne finalement ? Je vois qu'il m'a balancé. Je connais bien le podcast et je l'aime beaucoup et je l'écoutais avant et vraiment, je m'étais vraiment toujours dit que je n'avais pas ma place au micro de l'interviewé ici, ni de l'intervieweur d'ailleurs. Je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, j'ai un truc réel et concret à raconter, donc pourquoi pas, et je me lance. Pourquoi on a besoin de se sentir... moi, j'aime pas parler des choses que je connais pas. Après, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est juste le souci de pas vouloir se mentir à soi-même et de pas vouloir mentir aux gens, je pense. Et en tout cas, je sais pas tout sur le running, loin de là, mais j'ai une chose à raconter, donc si je peux la partager, tant mieux, quoi. Ouais, mais tu sais, souvent les gens, ça... Alors nous, on a à cœur de recevoir tout le monde dans le podcast, qu'on soit athlète de haut niveau, qu'on soit athlète amateur, c'est vraiment aussi... t'as 13 Alors moi, je suis amateur, voilà. pour ceux qui ont tout. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que finalement, les épisodes... c'est égal, c'est-à-dire que les gens écoutent toutes les histoires et font autant réagir. À la fin, ce sont des histoires. Et souvent, quand j'essaye justement de dire aux gens, et d'ailleurs même je crois que tu regardes les 10 épisodes qui ont le plus marché sur les 10 interviews, et je pense que tu as même une petite majorité, c'est des coureurs plutôt amateurs. Plutôt amateurs donc que c'est assez curieux, et souvent les gens ils me disent oui, mais moi je suis pas légitime. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce besoin de validation. Moi, c'est un mot que j'aime pas, la légitimité, parce que je trouve qu'en fait c'est pas un mot que tu emploies... je veux dire, t'es pas légitime à faire des pattes, t'es pas légitime à conduire, en fait, t'es compétent, en fait. Le mot légitimité, en fait, c'est un peu une validation des autres. Et c'est vrai que, non, si tu t'es entraîné, t'as fait une prépa, t'as couru un marathon, t'es marathonienne, à partir du moment où tu parles d'une passion... Oui, c'est plus la tendance à se dire, il y a tellement plus de gens que moi qui peuvent mieux raconter les choses, mieux dire les choses, qui connaissent mieux les choses. À la fin, est-ce que je suis sûre de ce que je vais dire ? Est-ce que je vais pas dire une bêtise ? C'est l'exigence aussi qu'on porte à soi-même. C'est un petit mélange de tout ça. C'est un petit syndrome purement féminin aussi peut-être. Je sais pas. Enfin voilà. Il y a un peu de tout et voilà. Bon, là, je suis prête et je suis là. Donc écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis voilà, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Et justement, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui comme... journaliste et présentatrice notamment de Zone Interdite que tu animes sur M6. Ouais. Mais avant ça, tu étais mannequin. C'est une reconversion qui peut paraître quand même assez surprenante parce que dans l'imaginaire collectif, le monde du mannequinat, il est quand même assez éloigné de celui du journalisme. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ce virage à 380 degrés, de changer de D'ailleurs, métier ? c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que finalement, le monde du mannequinat est assez opaque et beaucoup de gens le méconnaissent. Derrière ce monde-là et d'ailleurs derrière la vie et la carrière de certains top modèles que je n'étais pas, j'étais mannequin et c'est déjà incroyable et c'était top, mais il y a les top modèles, il y a une gestion de carrière et un business derrière qui c'est fou, enfin c'est des chefs d'entreprise. C'est vraiment c'est un métier challenging et je pense que voilà, il y a beaucoup plus de liens avec plein d'autres métiers qu'on ne l'imagine. Et comment j'en suis venue à devenir journaliste, je ne serais jamais devenue journaliste si je n'avais pas été mannequin. Dans ma vie de mannequin, comme le font beaucoup de mannequins, j'ai beaucoup voyagé parce qu'on va chercher des clients, de l'expérience et des shootings dans les capitales de la mode en Europe et dans le monde.
Milan, Londres, New York, voilà, Miami. Donc tout ça, c'est des lieux où il y a beaucoup de mode. Donc j'ai vécu dans ces pays-là et dans ces villes-là pendant plusieurs mois. Et j'ai juste découvert le monde et la vie dans ces moments-là. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais en fait, waouh, tout ce qui se passe ailleurs que voilà, juste au bout de mon petit nez, là, c'est dingue. J'avais envie de raconter tout ce que j'avais vécu, les cultures nouvelles que j'avais découvertes, l'actualité que j'avais suivie à l'étranger parce que je la connaissais pas du tout avant. Et donc, à force de voyage et à force de retour en France, je me disais, mais il faut raconter tout ça, c'est dingue. Alors, j'écrivais à un journal, tout bête, hein, mais puis mes souvenirs, quoi, puis avec quelques photos. Et puis un jour, je me suis posé la question que beaucoup de mannequins se posent à partir de 22-23 ans, parce qu'on est vieille dans le métier. Oui. Qu'est-ce que je vais faire après ? Et je me suis dit, le métier qui finalement se rapproche le plus de cette envie folle que j'ai eue à chaque fois que je suis rentrée de l'étranger, de partager le monde, c'est le métier de journaliste. Et c'est comme ça que j'ai porté ma réflexion. Et j'ai tapé sur mon petit ordinateur école de journalisme à Paris parce que je voulais continuer à bosser à côté pour financer mes études et puis pour vivre parce que j'en vivais du mannequinat. Et puis j'ai passé le concours de l'ESJ Paris. Et puis ensuite, la suite... Donc, tu as repris tes études. J'ai repris mes études et je suis repartie de zéro. Je suis allée à l'école à 23 ans et j'ai fait ma première année, ma licence, mon master et un stage au bandeau à iTélé, anciennement CNews. Et puis, je suis devenue rédactrice, programmatrice. Et puis, un jour, j'ai été appelée par Laurent Bon, qui est le producteur du Petit Journal. Et j'ai été embauchée à Canal+. Et la suite, on la connaît puisqu'elle est un petit peu plus visible. Voilà. Et comment ça se passe justement quand on vient du... Alors moi, je connais un peu le monde de la rédaction parce que je travaille aussi à la télé. Alors voilà, et donc je vois un petit peu comment ça peut se passer. Et comment ça se passe justement quand on est mannequin parce que tu vois, souvent, on va mettre en opposition aussi... Tu as tout l'imaginaire aussi autour du physique. Elle est jolie, donc on l'oppose aussi à la compétence. Un peu comme dans le sport, on va opposer les sportifs à l'intelligence. Toi, c'est pas du tout des choses que tu as vécues parce que tu as fait des bonnes rencontres ? Non, je l'ai vécu. Non, mais je l'ai vécu, bien sûr. Je l'ai souvent raconté d'ailleurs. On me l'a souvent renvoyé. La première fois que j'avais fait le Petit Journal, un des premiers articles qui était sorti dans un site média, c'était « Jeune et jolie ». Voilà, c'était très violent pour moi, mais alors que moi je savais derrière que je m'étais battue pour avoir ce job et j'avais bossé comme une dingue. Mais on parlait tout à l'heure de la légitimité. Je me sentais à ma place, mais pourtant, voilà, il y en a qui n'étaient pas encore convaincus. Moi, je crois que c'est peut-être... peu importe si c'est l'histoire d'une vie, d'ailleurs, de convaincre qu'on est à sa place. Je pense que j'en suis plus là, j'ose espérer. Mais ça a été l'histoire de plusieurs années, en tout cas. Et je pense que la meilleure façon de l'affronter, c'est de l'accepter. Et puis, pareil, je l'ai toujours dit, mais moi, je crois en la méritocratie. Voilà, c'est le boulot à la fin qui paye. Et je crois aussi en l'intelligence des gens qui m'ont embauchée et qui m'ont donné ma chance et qui ne sont pas là pour faire plaisir. Donc, tout ça mis bout à bout fait que je pense que voilà, là où je suis, je l'ai mérité par mon travail et parce que j'ai su démontrer autre que le physique. Et après, j'anticipe une question, mais est-ce que ça m'a aidé ? Oui, évidemment. Je fais de la télévision. Donc, c'est super d'avoir eu ça au départ. Mais ça suffit pas. On va remonter même encore un petit peu plus loin dans ton histoire. J'ai lu que le sport avait toujours fait partie de ta vie. Je crois que tu pratiquais la danse. Tu as même fait... J'étais en sport-études. Ouais, donc quand même. Donc le sport... Plutôt, une vraie sportive. Quel rôle, justement, le sport il a joué dans ton enfance ? Est-ce qu'il avait une place particulière ? Oui, il avait une grande place. On est une famille de joueurs de tennis, au départ. Je vais faire une confidence. J'ai aussi fait beaucoup de tennis. Sauf que j'avais un vrai problème avec les défaites et je gérais assez mal les tournois. Donc un jour... Tu n'aimais pas perdre en fait, c'est ça ? Horrible. Ça venait dans des étapes pas possibles. C'est pas vraiment passé pour tout vous dire. Ouais. Et donc ma mère m'a dit écoute, t'es bien mignonne, mais on va arrêter le tennis parce qu'en fait c'est juste pas possible, c'est un enfer à gérer. On va faire un sport où il n'y a pas de compétition, tu vas faire de la danse. Et donc je me suis dit non mais...
blague à part, ça s'est à peu près passé comme ça. Et donc, je suis rentrée en sport-études danse. Donc, j'ai un peu joué au tennis, mais je suis surtout rentrée en sport-études danse au collège. Danse, justement Alors, quand on est en sport-études, on fait tellement d'heures par semaine qu'on fait tout. On fait du classique, du moderne, des claquettes, l'expression scénique. Enfin, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, j'avais pas spécialement envie de devenir danseuse professionnelle. En revanche, j'adorais l'idée d'en faire beaucoup et d'équilibrer presque le temps à l'école avec le temps dans les salles de danse et le temps au sport. Parce que voilà, c'est sûr que quand on est bien dans son corps, on est aussi bien dans sa tête. Et voilà, j'aimais beaucoup toutes ces heures de danse et de sport m'ont beaucoup apporté. Toute ma famille, on suit le sport. Le sport a toujours fait grandement partie de ma vie. Ouais. Et le sport, c'est aussi une forme de discipline, surtout quand on est en sport-études. C'est aussi de la souffrance. Et même les danseuses, croyez pas que parce que souvent on a aussi un imaginaire sur les danseuses, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Et déjà. le corps est mis à rude épreuve entre la souplesse, les pointes, etc. Ça fait très mal. Et c'est vrai que c'est des notions, je ne sais pas dire, mais elles sont de moins en moins valorisé dans la société actuelle, on va dire. C'est comme la souffrance, pendant très longtemps, c'était même quelque chose dans la religion, c'était quelque chose qui était même guérisseur à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai que la souffrance, on la combat, on prend des médicaments, on la lutte. Oui, bien la sûr. Discipline, c'est quelque chose qui fait peur. Le mot discipline, il est même très connoté. L'en-sport, c'est un peu J'ai l'impression qu'on y revient un peu d'ailleurs. C'est un peu le dernier bastion, le sport. C'est encore un peu le dernier bastion où la discipline et la douleur, elle est encore valorisée. Est-ce que toi, c'est des valeurs aussi qui t'ont... J'ai le sentiment que j'ai toujours grandi dans un univers familial et avec des valeurs où on n'obtient rien sans rien, quoi. Donc ça m'a jamais trop quitté. C'est plutôt comme ça que je dirige ma vie aujourd'hui. C'est plutôt comme ça que j'apprends à vivre à mes enfants aussi. Après, tant mieux d'essayer non plus de pas... si on peut s'éviter quelques souffrances de temps en temps, c'est génial, au contraire. Mais je crois qu'il y en a certaines qui sont un peu inévitables et c'est aussi par ce genre de souffrance-là qu'on progresse. Qu'on progresse et qu'on grandit. Alors, aujourd'hui, effectivement, on te reçoit en tant que coureuse, mais finalement... c'est assez récent, toi, cette nouvelle passion pour la course à pied. Comment tu as découvert justement ce sport ? Je détestais courir, je le dis sincèrement. Je détestais courir. En fait, je ne savais pas courir, je ne savais pas apprécier courir. Le truc du running, c'est que c'est tellement accessible à tous. Vous avez un short, un t-shirt et une paire de baskets dans votre placard, vous pouvez devenir runner, quoi. Vous sortez de chez vous et vous revenez chez vous. Donc il y a une accessibilité à ce sport qui est assez dingue, qui est assez incroyable. Et donc j'ai plein de fois essayé de courir parce que tout le monde dit que c'est bien, parce que tout le monde, quand on sort d'une grossesse, si on veut éliminer les derniers petits kilos de grossesse qui vous restent, on se dit je vais aller courir, ça va me faire maigrir. On prête beaucoup de bénéfices à la course. Qui n'a jamais couru, c'est vrai, je pense que tout le monde a déjà couru. Il y en a plein, sauf soucis de santé ou dégoût total pour la course, j'en connais aussi quelques-uns, mais j'ai essayé. Et c'était horrible, j'ai jamais aimé, j'étais pas bonne, je courais mal, je courais pas vite, je souffrais, zéro plaisir, mais je le faisais parce que tout le monde me disait que ça me faisait du bien et que ça faisait du bien. Et puis il y a cette grande aventure quand même qui est arrivée, incroyable, qu'est le Marathon pour tous, et l'organisation du Marathon pour tous, la création du Team Orange Running, et c'est marrant parce que quand le co-créateur du Team Orange Running m'a proposé de rentrer dans le club des ambassadeurs, j'étais pas du tout prête psychologiquement. Et puis au milieu d'ailleurs, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc gros déclic il y a 1 an et demi. Et comment en m'inscrivant à une course en fait. Après, ça c'est mon histoire et puis d'autres en ont une. Donc je dis pas qu'elle marche pour tout le monde, mais je suis une fille de challenge et pour la petite histoire, je vais vous faire une confidence. J'ai eu ma fille, donc mon deuxième enfant. Elle est née en octobre 2021, mi-octobre 2021. On part en famille à Marseille pour que je me récupère et qu'on se repose et on prend une maison au bord de la mer. Il faisait doux, c'était assez agréable et voilà. Et donc ça m'a permise d'atterrir de ma grossesse. Et fin octobre, il y a une course qui s'appelle Marseille-Cassis. Que je connais bien. Et voilà. Et donc le Team Orange Running propose de le faire. Donc moi évidemment pas du tout
possibilité de le faire à ce moment-là. J'avais accouché 15 jours avant. Mais j'ai un neveu et mon mari qui partent faire la course. Et moi, je suis avec mon bibou que j'ai allaité toute la nuit. Je suis défoncée et je me dis, ça m'aurait bien plu. Ça m'aurait bien vidé la tête, cette histoire, mais je peux évidemment pas le faire. Et à ce moment-là, je lui dis, regardez-moi là, vous. Dans 1 an ou 2, je sais pas quand, mais je vais essayer dans 1 an. Cette course, je la fais. Bon, finalement, c'était 2 ans plus tard. Mais cette course, je la fais et je la fais bien. Et je me suis inscrite finalement pour la session 2023. C'était l'année dernière. Et j'ai commencé à être coachée. J'ai suivi de manière très scolaire ce qu'on m'a dit de faire parce que je partais de 0. Et puis assez vite, en fait, j'ai vu que je progressais, j'ai vu que je prenais du plaisir. Et il y a un jour, à Cassis d'ailleurs, je fais une séance d'entraînement et je ressens à l'intérieur de mon corps le basculement dans le plaisir, quoi. Mais je le ressens physiquement. Et je sais parfaitement où j'étais, à quel moment j'étais de ma séance, comment j'étais, je sais parfaitement. Et comment là, ça s'est manifesté justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, une espèce de regain. J'étais fatiguée et d'un coup, mon corps a été traversé par comme un regain d'énergie. Et je sais pas, je pense que mon cerveau a compris le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Et j'ai basculé ce jour-là et c'était... ça y est, j'avais basculé ever, quoi. C'est le virus de la course à pied qui t'a touché. Peut-être, je sais pas. Voilà. Et puis j'ai continué à m'entraîner, à progresser. Et je m'en souviendrai toujours de cette première course, donc arrive fin octobre 2023. Et je pars. J'avais l'angoisse. C'était la première vraie course que je faisais avec un chrono. Et je savais pas du tout ce que j'allais donner. Et je m'étais un peu fixé un objectif. Je m'étais dit que j'allais la faire en moins de 2 heures. Marseille-Cassis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 km. C'est une course très dure. C'est une course très particulière parce qu'en descend. fait, il y a un dénivelé sur 10 km en montée qui est fou. Et derrière, il y a le même dénivelé en descente qui est tout aussi violent. Donc, ce n'est pas une course facile. Et bon, pour la petite histoire, je l'ai fini en 1h47. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ma tête, à la fin de la course, quand je vois le chrono que j'ai fait, je me dis, mais... C'est un excellent chrono pour Marseille-Cassis. Ouais, on peut faire 1000 fois mieux, mais c'est pas mal, quoi. Quand tu remets dans le contexte, c'est ma première course. Ouais, il y a des gens qui s'entraînent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui font ces chronos-là. Donc, et je regarde et j'en crois pas mes yeux et je me dis, ça peut apporter un truc à ma vie et ça me plaît. Et puis ensuite, j'ai continué à faire des courses, des compétitions et à me challenger jusqu'à ce moment fou du 10 août 2024. Quoi. Donc c'est le challenge, c'est l'envie, c'est l'envie du dépassement de soi qui t'a emmené vers la course à pied. Mais tu nous le dis, tu n'étais pas forcément doué avant. Et ça, c'est aussi un peu le piège des interviews où les gens te disent oui, et il y a un peu des trous dans la raquette. C'est-à-dire, ok, t'es pas doué, t'aimes pas ça. Comment tu trouves la force, avant que tu sois touché par le virus, de quand même continuer à faire quelque chose que tu n'aimes pas? C'est sur ça que je veux insister. Il faut, un moment, il faut avoir envie de se prouver qu'on peut dépasser sa propre idée, de se dire c'est pas agréable, ça fait mal. Donc un moment, j'ai forcément accepté de jouer le jeu. J'aurais peut-être pas accepté de jouer le jeu indéfiniment. Mais un moment, on m'a donné tous les moyens, on m'a mis une date avec une compétition, on m'a donné des conseils de professionnels et on m'a donné des bonnes chaussures. Voilà. Et je pouvais plus reculer. Et donc là, à ce moment-là, pour répondre à ta question, j'ai accepté de faire confiance. J'ai accepté de faire confiance aveuglément. Et ok, vous me dites que ça va le faire, très bien. Moi, je vais jouer le jeu. Et puis, on fait le bilan à la fin. Et finalement, ça fait. Hyper intéressant. Alors, ouais, non, mais bien sûr qu'à un moment, il faut jouer le jeu, quoi. Oui, mais après, tu sais, en vrai, la course à pied... Oui, mon coach, il m'appelle et il me dit, alors, je vais t'expliquer un truc, Ophélie. Tu vas pas commencer à me dire que tu as des enfants, du travail et tout ça. Je le sais. Dit ça? C'est Johan qui t'a dit ça? Alors, j'ai commencé avec Dorian, Louvet. Dorian. Et après Johan n'a pas d'enfant. Alors, Dorian, il a une petite fille, donc il peut se permettre de le dire. On a tous ça. Maintenant, je vais commencer par un truc.
tu vas devoir sortir 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, mais déjà 1 fois par semaine, j'arrivais pas. 3 fois par semaine. 3 fois, c'est énorme déjà. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et j'ai réussi à le faire. Et tout est une question de décision. Parce que je l'avais décidé. Parce que dans mon agenda, il y a des créneaux qui sont réservés pour mes réunions, pour mes sujets de zone interdite. Et il y avait des créneaux qui étaient réservés pour aller enfiler comme un ses rendez-vous baskets. Professionnel, en fait. Comme un rendez-vous. C'était voilà. Et j'ai réussi à le faire. Et je suis pas je suis pas meilleure que les autres. Je l'avais décidé. Voilà. Mais c'est vrai mais on en revient aussi à cette notion d'autodiscipline. Parce que dans la vie, on se donne le choix souvent. J'ai envie, j'ai pas envie, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux pas. Alors que dans le monde professionnel, on se pose pas la question le matin. Non mais attendez, soyez rassurés. Le nombre de fois où j'ai pas eu envie d'aller mettre mes baskets et que je l'ai fait quand même, il y en a eu beaucoup. Oui, ne vous inquiétez pas. Au même titre que les gens, ils sont disciplinés sans le savoir. Parce que il y a plein de fois où tu n'as pas envie d'aller au travail, tu y vas quand même. Donc en fait, les gens des fois se disent oui, moi j'ai pas de discipline. Je dis non, si tu as un travail que tu t'es toujours pas fait virer, tu l'as la discipline au fond de toi. Tu vois, c'est juste qu'en fait, c'est vrai que tu t'accordes encore des fois le droit de te poser la question j'ai envie, j'ai pas envie. Attention, là on parle juste de fois de flemme ou quoi que ce soit. Si vous êtes fatigué, parce que il faut toujours nuancer. Des fois, il y a des séances, il vaut mieux les annuler que les faire, et ça sera même plus bénéfique pour vous. Mais c'est vrai que voilà, c'est la discipline. A priori, si vous avez un travail, vous avez eu un diplôme, on y a tous accès à un moment donné. Vous y avez accès. Donc, ne vous dévalorisez pas. Vous pouvez le faire. Alors, tu parles justement un peu de rigueur, de régularité, de persévérance. D'ailleurs, c'est des mots qui reviennent souvent quand tu t'exprimes sur ce projet du marathon pour tous. Mais j'ai l'impression que c'est des valeurs qui vont même au-delà du sport chez toi. Oui, mais je suis relou. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai du mal à pas faire les choses à 10 000%. Donc c'est bien et c'est pas bien à la fois. Ça doit être épuisant quand même des fois aussi. Oui. Tu dois te sentir des fois un peu fatigué. C'est épuisant pour moi-même, c'est épuisant pour les autres. non mais oui, non mais bien sûr que j'ai ce tempérament-là, j'ai cette personnalité-là. T'es un petit peu hyperactive. Je sais pas si on peut appeler ça de l'hyperactivité, parce que je sais aussi... T'as la télévision, t'as la radio, t'as tes enfants, t'as ton sport. Je sais aussi faire des journées cool, je sais aussi le faire. Mais oui, je suis peut-être un peu hyperactive. Faut peut-être que j'accepte de me dire ça aussi. Alors, j'ai remarqué quelque chose. J'ai vu des articles dans la presse, et moi j'aime bien aussi lire les commentaires pour savoir aussi un peu la perception des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revenait, c'est finalement à voix quand ces enfants. Il y a des gens qui écrivaient ça. Et c'est vrai que ça peut aussi être une source de culpabilité, de s'entraîner quand on a des petits à la maison. C'est accepté chez les hommes. C'est vrai que quand je reçois des jeunes papas, j'ai jamais vu ça sur les articles, mais c'est vrai que chez les femmes, c'est encore un petit peu plus compliqué. Oh là là, il vient d'avoir des enfants et il court, mais qu'est-ce qu'il est courageux. Et puis j'ai une maman, oh là là, elle vient d'avoir des enfants et elle court. Oh là là, disons qu'elle voit même pas ses enfants. Mais bien sûr. C'est vrai que ça peut être compliqué, et pour être honnête... On a fait des progrès sur l'égalité homme-femme, mais pas sur tout encore. On va pas se mentir. Voilà, quand on est une femme, globalement, et surtout quand on a des jeunes enfants à la maison... il y a ce côté un peu de culpabilité qu'on va se mettre déjà nous. Je pense en tant que... Je parlais avec, tu vois, Annelise Rousset-Séguré, qui est une ultra-traileuse aussi, qui est maman, qui est vétérinaire. Et elle me dit, le plus dur, en fait, c'est que j'ai l'impression d'être une mauvaise maman. Et donc, elle a voulu arrêter par rapport à ça. Et c'est pareil, elle avait des remarques, des préjugés, alors que j'ai jamais entendu un athlète professionnel dire, j'arrête parce que je suis un mauvais papa. Alors, je suis pas ultra-traileuse non plus, c'est pas à ce point-là. Mais la culpabilité, elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Elle est là tous les jours. Mais pas que à cause du running, elle est là parce qu'on est maman. Donc on se pose tout le temps des questions, on se remet tout le temps en question. Donc oui, la culpabilité, elle est là. Il y a des moments où j'arrive avec le boulot à boucler ce que j'ai à faire un peu tôt pour pouvoir rentrer et enfiler mes baskets et aller courir. Bah oui, ce moment-là, mes enfants, à cette heure-ci, ils sont déjà sortis de l'école, je pourrais le passer avec mes enfants. Mais je décide d'enfiler mes baskets et de repartir courir 1 heure avant de rentrer. Après, j'essaye, c'est un ajustement au quotidien, mais j'essaye de trouver un équilibre. Donc, vous inquiétez pas, je vois mes enfants et je les vois beaucoup et je m'en occupe beaucoup. J'essaye de... J'ai pas de formule magique, mais j'essaye de les écouter, de m'écouter, de mettre tout ça dans un shaker et puis de faire en sorte que sur une moyenne globale de la semaine, tout le monde y ait son compte.
Je sais pas si c'est à peu près clair, mais... Il y a aussi, c'est une famille, donc il y a une notion aussi du bien-être. Et dans une famille, le principe même d'une famille, en tout cas ce qui est censé, c'est prendre soin les uns des autres aussi. Mais alors, rassurez-vous, quand mes enfants sont à la maison et qu'ils me voient enfiler ma tenue, parce que maintenant ils reconnaissent, ils me voient enfiler ma tenue de coureuse et là, ils sont petits, ils disent « Maman, tu vas courir ?» Et c'est trop mignon. Et en fait, ils sont tellement fiers, moi, les je enfants, me dis, c'est un exemple, quoi. C'est un exemple. Mon fils, il m'a demandé 10 fois de venir courir avec moi. Donc, dès qu'il sera prêt, je l'emmènerai faire 1 kilomètre. Et puis, peut-être un jour un deuxième. Mais ça va être trop bien. Voilà, je crois que quand je leur dis, j'essaye de leur dire sans culpabilité aucune. J'essaye juste de leur dire, j'y vais parce que ça me fait du bien. Et puis, voilà, on verra. De toute façon, si on ne prend pas bien soin... C'est ce que me disait, j'étais avec aussi un de sa mère, elle me disait quand tu es un peu en dépression et tout, tu as ce côté un peu où t'es un peu... et on sait que les grands misanthropes sont souvent des gens très dépressifs. Parce que quand tu t'aimes pas toi-même, tu as un dégoût pour les autres. Ouais, tu vois, c'est ça aussi. De donner quand on n'est pas soi-même un peu rempli, j'imagine. Et D'ailleurs, ça se lit même dans les commentaires des gens. C'est-à-dire, moi, c'est une horreur, machin, j'ai pas le temps, je suis machin, mais comment... Enfin, tu sens aussi qu'il y a une forme de mal-être. Et c'est vrai que une maman qui est bien dans sa peau, qui a une forme de bien-être et que ça fait du bien, forcément les enfants, tu vois, le ressentent. Donc c'est un peu comme de la prévention dans la santé, tu vois, c'est aussi quelque chose qui est important. Tu as aussi ce côté transférable parce que les enfants, tu sais que c'est de l'apprentissage par mimétisme. Et on sait aujourd'hui que tu mets le taux de la sédentarité chez les jeunes, elle est quasiment inexistante chez les parents. Et c'est prouvé d'ailleurs que, je sais pas si tu sais, il y a une étude qui a été faite, je sais que tu as étudié, on en parlera dans quelques instants, mais pratiquer du sport, il y a des études qui ont été faites, justement, on s'est intéressé les enfants qui sont sportifs et il y a un décrochage dans le sport. Pourquoi certains décrochent et certains décrochent pas? Pratiquer du sport avec son enfant, les risques de décrochage du sport sont quasiment nuls. Emmener son enfant au judo, c'est bien. Faire du judo avec son enfant, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire parce qu'on sait qu'au niveau des études, il va continuer une pratique sportive. Donc, pratiquer du sport, il ne suffit pas d'emmener les enfants, les inscrire au club et les emmener les déposer et venir les rechercher. Si vous pratiquez avec eux, vous leur faites le plus beau cadeau parce que vous restez actifs. C'est aussi un exemple, même si en effet c'est une petite heure de moins par-ci par-là que je pourrais potentiellement passer avec eux, même si la réalité, encore une fois, c'est que tous mes running ne sont pas du tout sur des temps qui potentiellement pourraient être passés avec les enfants. Peut-être que voilà, je vais faire ça sur un temps de pause déjeuner et je vais manger sur le pouce, mais je serais contente de l'avoir fait comme ça, ou c'est un moment où ils ont une activité, j'en profite pour faire la mienne. Enfin voilà, c'est un gros truc d'équilibre en fait, assez global. C'est une moyenne, quoi. Et tu penses justement que ça... Voilà, par rapport au sport, par rapport aux enfants, est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi un rôle dans l'éducation, dans la confiance en soi? Est-ce que tu vois ça aussi comme un levier? Est-ce que ça peut être aussi un moyen d'apprentissage? Bien sûr. Je veux dire, on le sait tous. Le sport, on n'obtient rien. On sort des jeux. On n'obtient aucun résultat. Ce sont des années d'entraînement. Tous les athlètes qui ont été là pendant 15 jours, pendant 3 semaines, ça fait 4 ans qu'ils se battent comme des chiens pour décrocher leur médaille. C'est juste incroyable. Donc, évidemment, c'est des valeurs en plus qui sont réplicables à tout dans la vie. Apprendre à bosser, c'est le fameux goût de l'effort, quoi. Et ce goût de l'effort, il est valable dans tout. Il est valable dans les projets de vie, d'en faire marcher son quotidien, sa famille, son travail. Enfin voilà. Donc il y a des choses qui tombent du ciel et puis la plupart c'est au prix d'un certain effort. Et donc je pense que oui, c'est des valeurs que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Mais c'est même tu vois, en termes d'égalité sociale, je trouve que parce que ces valeurs de persévérance, d'abnégation, de confiance en soi, c'est quand même des valeurs que tu retrouves pas forcément dans toutes les cultures et dans toutes les familles, dans tous les milieux sociaux. On sait que que plus tu viens d'un milieu privilégié, plus ces valeurs vont être un peu centrales dans l'éducation. Il y a aussi les grandes écoles qui travaillent, tu vois, sur les grandes écoles de commerce, où tu vas justement apprendre l'abnégation, la persévérance, c'est des choses. Et surtout en France, c'était un peu moins le cas dans les pays anglo-saxons. Mais c'est vrai que le sport, c'est aussi un moyen d'acquérir, d'apprendre ces valeurs-là. Tu vois, c'est quelque chose qui est... Pourquoi vous avez plein d'associations, je donne l'exemple d'une, mais il y en a plein, un sport dans la ville, ou même premier de cordée. Passeport pour l'emploi de Thierry Marx. Il y en a plein. Pourquoi vous avez toutes ces associations qui misent sur le sport pour donner une deuxième, mais j'ai plutôt envie de dire une première chance à tous ces enfants qui naissent dans un milieu et ils ne l'ont pas choisi.
au départ, qui est plutôt défavorisée. Pourquoi ils misent sur... Enfin, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on croit que ce que ça va leur apporter, ce que ça va leur faire découvrir et les valeurs que ça va leur inculquer vont peut-être permettre de les faire grandir et qu'ils soient un jour les grands de ce monde. Moi, j'y crois, mais dur comme fer. Justement, pour rester un peu sur le côté maman et journaliste, aujourd'hui on est quand même aussi à l'heure des écrans, du digital et notamment chez les enfants. Moi c'est quelque chose aussi qui me préoccupe parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur mon téléphone et je vois déjà ma fille à 6 mois, elle est attirée par ces objets. Bien sûr. Et c'est vrai qu'ils font un peu comme nous. Donc j'essaye de plus l'avoir. Mais alors quand on n'a pas parent, on a toujours plein de principes, mais c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu la réalité. Il y a une étude qui montre qu'en 40 ans, les jeunes ont perdu 25% aussi de leur capacité cardiovasculaire. Avec ce monde de plus en plus digital, c'est vrai qu'on se dit finalement comment nos enfants vont évoluer. On se fait livrer nos courses, on se fait livrer de la nourriture, on a des trottinettes électriques, on est dans un monde de l'hyper-commodité. Et comment est-ce qu'on protège nos enfants de ça ? Est-ce que c'est des questions aussi que tu te poses ? Ouais, le fléau du scrolling. Bien sûr, je me pose ces questions. Pour les écrans, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très juste. Avant d'être parent, on part avec plein de bons principes, et puis à un moment, il y a la réalité du quotidien. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut essayer de temps en temps de ne pas se flageller parce qu'on lâche, et en même temps de garder aussi, de se dire tiens, j'avais eu cette idée avant d'avoir des enfants, de poser tel cadre. Allez, j'ai quand même essayé d'avoir la force de tenter le coup parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. Donc encore une fois, je fais pas tout bien, mais j'essaye de trouver un équilibre entre les moments où je lâche un peu et puis les moments où j'impose mes règles, qui sont les miennes, peu importe d'ailleurs, quelles qu'elles soient, mais où je me dis ça c'est ok pour mes enfants. Donc, et encore une fois, c'est juste un petit effort personnel. On en revient encore à l'effort. Après, sur la commodité, de la même manière, on a toujours accès... on n'a pas toujours accès au plus, mais on a toujours accès au moins. Je m'explique. Quoi qu'il arrive, on sera toujours capable de marcher pour aller d'un point A à un point B. On n'aura peut-être pas toujours accès à un truc... motorisé, un truc, c'est pas très joli, mais à un véhicule motorisé. Quoi qu'il arrive, on aura toujours la possibilité de faire l'effort d'y marcher ou d'y pédaler. Donc là encore, c'est une question de choix, essayer de s'imposer malgré l'accès à la facilité. Essayer de s'imposer, de bouger et de trouver encore une fois un équilibre. Moi, je suis pas pour vivre hors de notre monde et tous ces progrès. On ne peut pas couper les enfants aussi de ça, oui, parce que ça fera partie de leur vie. Puis à la fin, on est bien content de les avoir. Et puis pour plein de choses, en premier lieu pour le médical, ça fait des miracles et il ne faudrait jamais que ça change. Mais il ne faut pas oublier, il faut essayer de garder un peu de l'ancien aussi dans le quotidien, je pense, et encore une fois, trouver un équilibre dans tout ça. Tu les as mis au sport, toi ? Ils pratiquent déjà dans des clubs ou des choses comme ça, tes enfants ? Alors, j'ai essayé de faire... un petit peu petit encore, mais... J'ai essayé de faire un petit peu de foot à mon fils et c'était assez compliqué parce qu'il est encore petit et que pour l'instant, c'est... Il veut courir, ton fils, donc c'est peut-être un futur... C'est difficile. Moi, j'ai fait face à la difficulté du groupe. Mais bon, il est encore petit, mais il touche une raquette l'été quand on a un terrain de tennis pas loin ou de paddle. Il a envie de courir avec maman. Il fait du vélo. Voilà, ces petites choses-là pour un enfant de 5 ans. Mais si la question est est-ce que le sport accompagnera toute sa scolarité, oui, ça fait partie des choses auxquelles j'ai envie de me tenir. Ouais, et puis sans évidemment leur mettre la pression. Il faut aussi... Moi, je l'ai vécu. Ouais, mais c'est tellement... Ouais. Je sais tout ce que ça m'a apporté. Ce serait pas cool de ma part de pas en faire bénéficier. Mais même ça protège, tu vois. Souvent, on se dit, mais comment on peut faire pour que les enfants ne tombent pas dans les jeux vidéo, pour que les enfants ne tombent pas justement sur les réseaux sociaux, ou en plus, c'est bien fait parce que il y a des gens qui font tout pour créer l'addiction. On peut pas l'empêcher. Mais justement, si tu leur... essayer de trouver un cadre, quoi. Et puis si tu leur donnes les armes, mais peut-être que la solution c'est pas de les empêcher, c'est de leur donner les armes de lutter contre ça. Tu vois, justement, si tu les mets dans le sport, si tu leur travailles leur confiance en eux, de toute façon ils vont être confrontés à ça, mais ils vont avoir les armes eux-mêmes pour se battre. Si tu peux pas te battre à leur place, et c'est ça aussi un peu l'idée dans le sport, les sortir, qui voient du monde. Et puis en fait, c'est même plus un sujet après parce qu'ils vont avoir une consommation qui est raisonnable. Ouais, tout à fait. Non, mais on le constate, hein, puis surtout quand tu fais des enfants petits. Il suffit de les occuper par autre chose et ils passent tellement vite à autre chose. Donc, c'est atteignable.
Alors, on va parler quand même de ton marathon, de la préparation marathon. Tu nous as dit que tu as pris un coach, donc au début Dorian et puis après avec Johan Durand. Par où t'es passé? Ça a été quoi un peu les moments de plaisir, de découverte, peut-être les périodes un petit peu de galère? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette prépa? Alors, je suis passée par tous les états. Heureusement, la seule chose qui n'a pas varié, c'était l'envie d'aller au bout. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a tenue pendant 1 an. J'ai fait le calcul. J'ai fait à peu près 1500 j'ai couru à peu près 1500 km sur un peu moins d'1 an. En tout, à raison, je fais plus du nombre d'heures, mais pas mal. Et 3 sorties par semaine. Ça fait un Paris-Rome quand même. Quand c'est pas mal. 3 sorties par semaine. Et à pattes, hein. Et puis j'avais des très bons conseils. J'essayais de... Il y a des sorties qui sont, je veux dire, toutes les semaines. Soyez rassurés, il y a des sorties qui sont super à faire parce que vous dites « Oh là là, c'est exactement ce dont j'ai besoin là ». Et puis il y a des sorties où vous dites « Mais en fait, c'est pas possible, j'en ai pas envie ». Il y en a beaucoup de sorties où clairement le début est difficile et à la fin, on est content de l'avoir fait. Et ça m'a tenu plein de fois. Ça, c'est mon histoire. C'est le sentiment de travail accompli et de s'être un peu dépassé, de s'être un peu fait violence derrière la diffusion de bien-être et pour le reste de la journée. Donc je l'ai vécu, je peux vous en témoigner. Donc non, vraiment, ça mais c'est dur, hein, on va pas se mentir, hein, c'est dur. Et puis il y a des bonnes surprises. Par exemple, quand le cœur de l'hiver arrive et que 3 fois par semaine, vous mettez vos gants, votre doudoune, votre bonnet, votre col et vous partez et il neige dans le bois de Boulogne pour aller faire vos 13 km, je me disais jamais de ma vie je ferais ça. Et j'ai découvert que je prenais un plaisir fou à courir dans le froid. Voilà. Donc j'ai eu des bonnes surprises aussi et j'ai adoré courir au cœur de l'hiver au mois de janvier. Sentir la chaleur du corps qui s'active en contraste avec la météo glaciale. Pardon, je pars. Non, alors, vas-y, moi je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Et puis et voilà, et c'était très inattendu. Donc ça reste des super souvenirs. Après, j'ai vomi toutes mes tripes à la fin du marathon. C'est pas un super souvenir. Enfin voilà. Donc il y a eu du bon, du moins bon. Globalement, c'était une aventure folle. Mais c'est vrai que tu as ce côté un petit peu warrior, c'est-à-dire de se dire... moi, ça me le faisait aussi des fois quand j'allais m'entraîner tôt le matin, me dire... Des fois, je croisais des gens qui rentraient de boîte et je me dis, waouh, tu vois, il pleut, les conditions sont difficiles, mais toi, tu es là, tu es présent, tu vois. Tu as ce côté un peu, moi, ça me fait pas peur. Tu vois, non, mais découvrir... C'est super valorisant, en fait, pour la confiance en soi. Découvrir que la pluie n'est pas un sujet quand vous courez. Non, mais moi, je m'étais surtout toujours en fin dit, de prépa, hein. Surtout en fin de prépa. Moi, je m'étais toujours dit, mais comment je vais faire à chaque fois qu'il va pleuvoir, du coup, je vais devoir décaler, je vais plus avoir le temps, etc. En fait, ça devient un non-sujet, ça, par exemple. Et quand on découvre ça, c'est génial. C'est un enchaînement et une accumulation de petites satisfactions. En fait, la course, c'est assez dingue. En fait, tu t'es tellement préparé, tu as tellement fait de sacrifices qu'en fait, tu es armé pour tout affronter, surtout sur les dernières semaines de la prépa. Ouais. Oh, la pluie, ça te fait plus peur. Hein. Non, le machin. Tu sais, il y a cette citation, peut-être que tu connais, c'est plus le corps est faible, plus il commande. Ouais. Plus l'esprit est faible, plus il commande. Et plus l'esprit est fort, et plus il décide. C'est lui qui décide. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tous les marathoniens doivent comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de prépa, j'ai l'impression que le monde peut s'écrouler. Des fois, je dis attention, s'il y a de l'orage, n'allez pas courir. Parce que des fois, il faut même savoir, ça peut être dangereux. Hein. Croyez-moi, j'ai fait un run et j'ai vu un arbre s'écrouler à 50 mètres devant moi. Voilà, mais on est tellement inarrêtable. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est super. Ça prouve qu'en fait, quand on s'investit dans quelque chose, on s'endurcit. En fait. Ça, c'est génial. Il y a quand même des séances que tu as aimées, fractionnées, sorties longues, endurance fondamentale. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment que tu aimais faire, que tu étais contente de recevoir et d'autres où tu insultais un peu ton entraîneur gentiment? Ouais, non, le fractionné, c'est vraiment c'est le truc chouette parce que... Ah, t'aimes bien ça, toi? Pour moi, c'était le truc chouette parce que c'est ludique, déjà, le fractionné. Donc, mine de rien, ça c'est sympa. Il y a un rythme. On voit souvent... Enfin, moi, je ne voyais pas la séance passer. Donc, et puis surtout, je savais que c'était ces séances-là qui me faisaient progresser en allure. Donc le fractionné reste des bons souvenirs pour moi. Les sorties longues,
Il y en a que j'ai aimé et il y en a que j'ai détesté. Et je me souviens d'une sortie longue où je savais absolument qu'il fallait que j'aille faire mes 20 km. Et j'avais passer une grosse journée de boulot, de tournage. Et vraiment, j'ai mis mes baskets et je suis partie. Et au bout de 100 mètres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et j'ai couru 20 km comme ça. À chaque 100 mètres, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne vais pas aller au bout. Et puis, j'ai fait la technique, petite technique que tous les coureurs connaissent, la technique du décompte à l'envers. Tu pars de 20. Par principe, quand on a fait 1, t'en as plus que 19. Et j'étais là, plus que 18, plus que 17. Voilà. Et à la fin de cette course-là, je me disais, mais qu'est-ce que je m'inflige ? Et mon coach me parle même pas, je veux pas te voir. Alors, c'était comment ta séance ? J'ai détesté. Enfin, voilà. Donc oui, bien sûr, j'ai eu des moments d'effondrement psychologique et parfois physique. Et moi, j'ai aimé le fractionner. J'ai aimé... et puis, j'ai aimé ces étapes où... parce que comme moi, je partais de zéro, j'ai vécu la progression d'allure assez importante. Donc j'ai... Tu vois le corps progresser, tu vois le corps changer aussi, parce que le corps, il change sur une prépa marathon. Sûr. Et puis, j'ai aimé voir certaines parties de mon corps se muscler. Donc ça, c'est des grosses satisfactions. Ouais, vraiment, une prépa marathon, on se redessine mentalement, on se resculpte, ça transforme. C'est vraiment quelque chose qui transforme. Et par contre, ça, c'est mon truc, mais voilà, je sais que pour d'autres, c'est pas un souci, mais moi, c'est terrible d'être la partie alimentaire. J'ai du mal à me restreindre, j'ai du mal à pas manger certaines choses, donc je suis très mauvaise élève là-dessus. Donc, voilà, mais quand on fait un marathon, on peut quand même manger tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Je dis pas des fast-food et tout, mais il y a quand même des gros besoins énergétiques. Justement, pour un marathon, on mange bien. Non, mais dans les derniers jours avant la course, c'est quand même mieux d'être un peu sérieux. Oui, quand même. Mais on peut se faire plaisir, de la bonne nourriture. Oui. Mais moi, j'aime pas trop qu'on m'impose ce genre de contraintes. Donc, à la nourriture, ça peut être c'est un petit sujet. Ouais. Donc voilà, ça par exemple, ça pour moi, c'est difficile. Après, il faut plus éviter les erreurs, surtout quand on débute, plus que se prendre la tête avec. Parce que des fois, je vois des gens. Ouais, mais moi, je plonge dans l'erreur. Ouais, mais régime alimentaire, machin. Je dis, vous avez le temps, franchement, c'est important la nutrition. Ouais, non, mais éviter les erreurs déjà, c'est mieux. Juste au stade où ça évite de se faire mal au ventre et bêtement, quoi. Voilà, alors, si vous voulez manger certains des aliments riches en fibres avant un marathon, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, pour ça que je dis évitez les erreurs. Après, vous prenez pas trop la tête. Et puis faut pas perdre trop de poids sur une prépa marathon. Sauf si vous êtes un petit peu en surcharge, mais le corps a quand même besoin de calories. Tu le disais, 1500 km. C'est fou d'ailleurs ce que le corps est capable de faire. Est-ce que tu te serais cru capable un jour de faire un marathon ? Ah, mais jamais. Ah non, mais vraiment jusqu'à il y a peu de temps dans ma vie, c'était un autre univers pour moi en fait. C'était, je veux dire, les gens qui faisaient un marathon, c'était un monde auquel je cherchais même pas à avoir accès, quoi. Donc ça aussi c'est joli. Alors, on va un peu revivre cette course. Quand tu prépares en plus syndrome un peu de la bonne élève, on veut tout bien faire. Il y a eu beaucoup aussi de choix, je vais pas dire de sacrifice, mais parce que j'aime ça que ce mot il est un peu galvaudé, mais en tout cas t'as pris des décisions, on va dire, justement pour mettre ça en œuvre, et donc tu as dû accéder à certaines choses, renoncer à d'autres. Quelque chose qui va être aussi obsédant, parce que quand on fait un marathon, ce qu'il faut avoir conscience, c'est on y pense souvent. Quelqu'un qui prépare un marathon, il y pense le matin, le midi, c'est quelque chose. Ah oui, je confirme, vous y pensez tout le temps. Oui. La veille du départ, le jour de la course, comment est-ce que tu te sentais ? Tu t'es dit quoi ? Tu es arrivé sereinement ? Est-ce que tu... Alors non, moi j'ai vraiment vécu l'angoisse du premier, très fort. En plus, comme les gens le savent, donc c'était un départ le soir à 21h. Et donc, moi, j'ai vraiment passé... j'ai plutôt bien dormi la veille, mais j'ai vraiment passé la journée, à angoisser, à assez mal vivre le fait de ne pas savoir à quoi m'attendre. Je ne savais pas, en fait, pour les gens qui ne savent pas, même si je pense que tous les gens qui nous écoutent là sont à peu près au fait de ça, mais quand vous préparez un marathon, vous ne courez jamais en une fois les 42 km avant. Vous les faites uniquement le jour de la course. Donc vous allez, ça dépend des prépas, jusqu'à 30, certains 32, certains 35. Moi, j'avais fait 30 max. Mais faut pas croire que quand on fait 30 en prépa, quand on a fait 30, on fait 42. Non. Ne faites pas ça, 30, surtout. Quand vous faites 30 et qu'il vous reste encore 12, vous avez juste envie de mourir. Donc non. Moi, j'ai vraiment angoissé de l'inconnu. J'ai eu l'angoisse de l'inconnu très, très forte. Très forte. Donc, j'ai
passé une pas très bonne journée. J'avais du mal à manger, angoissée, quoi. Hein, les symptômes de l'angoisse, assez classique. Puis on est parti. Et donc, j'ai démarré la course, fort heureusement, dans l'euphorie, parce que c'était juste une course folle avec une ambiance dingue, dans un contexte dingue de Jeux Olympiques à Paris. Et le lieu était sublime. Voilà. Et puis, avec tous les ambassadeurs du Team Orange Running. Donc j'ai eu les premiers kilomètres, j'ai eu cette euphorie-là et qui m'a fait tout oublier. Mais assez vite, cette angoisse m'a rattrapée. Et donc, moi, j'ai eu le problème du ventre assez fortement. Du coup, t'es quand même journaliste, t'es quand même exposé au stress quand on passe à la télé devant des millions de téléspectateurs. Oui, c'est des choses que tu avais déjà ressenties, ça? Attendez, mais là, à côté, le stress du direct, c'est peanuts, ça. Ah, là, mais j'ai vraiment... C'est trop bien. Ça veut dire, les gens qui nous écoutent et qui ont stressé pour un marathon, ils savent que maintenant qu'ils ont enduré ça, ils peuvent limite faire un direct. C'est un peu, maintenant que j'ai vécu ça, je peux tout endurer. Non, mais après, mes premières fois aussi, mon premier direct ou ma première télé, j'ai eu très peur aussi. Et je m'en souviens d'ailleurs. Et tant mieux, c'est des stress qui sont positifs et c'est des beaux souvenirs à la fin. Mais là, non, j'ai vraiment angoissé très, très, très fort. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de stress quand je vais démarrer une émission que ce que j'étais la journée du 10 août. C'était horrible. C'était horrible. Donc le stress, il était plutôt en amont. Ouais. Et quand tu es sur la ligne de départ, que le start est donné, est-ce que là tu t'es senti impatience. Ça y est, c'est fait. Impatience absolue. Raconte-nous un peu les premiers kilomètres, comment ça s'est passé un peu ta course. Ligne de départ, impatience absolue. Ce qui était chouette, c'est que je me sentais prête. Pas de regret. Pas de regret. Je me disais, à partir de maintenant, il y a des choses qui sont entre tes mains, il y a des choses qui étaient entre tes mains, et t'as fait ton max. Maintenant, il y a des choses qui sont pas entre tes mains, une blessure, un problème gastrique, n'importe quoi. Si ça t'arrive, ça t'arrive. Voilà, faudra pas. C'est comme ça. Mais j'ai démarré en me disant, le job est fait. Ouais. Le job est fait, maintenant profite. Donc ça, c'était super pour démarrer. Et d'ailleurs, ça m'a porté les 5, 6, 7 premiers kilomètres. J'étais super. J'étais exactement dans l'allure que je m'étais fixée. Vraiment, début de course assez parfait. Et puis ensuite, j'ai eu un moment où je me suis dit, wow, la vache, c'est long quand même. À quel moment, là, tu as commencé un peu Assez vite, avant 10 km. Assez tôt. Oui, il n'a pas duré longtemps, ta période de... Non, mais attends, je blague pas. Hein. Quand je dis que j'ai vraiment angoissé, j'ai vraiment angoissé. Moi, j'ai vraiment angoissé. Et un truc de l'inconnu assez dingue. Et voilà, et donc après, j'ai eu... Alors, Johan Durand m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, tu verras vraiment, et ça, c'est valable pour tout le monde, les athlètes professionnels, les amateurs. Sur 42 km, tu vas avoir plein de hauts et de bas. Donc, si à un moment, tu es down, surtout, ne t'arrête pas à ça. Tu vas repasser par des moments où tu seras en haut. Et si à un moment, tu es en haut, t'emballes pas, parce que tu vas repasser par des moments où tu es en bas. Et il me l'avait dit plein de fois, mais il me l'a redit 1 heure avant la course. Et ça m'a hyper aidée. Et donc après, je suis passée par des états assez différents. J'ai un truc que j'ai eu pour moi, c'est que j'étais très très préparée physiquement. Donc par chance, j'ai pas eu de mur, j'ai pas eu de crampes. J'ai pas eu de crampes. Mes jambes m'ont très bien portée jusqu'au bout. Mais dans la tête, il y a eu des hauts et des bas. Donc c'est vraiment plutôt... Moi, c'était mental. C'était mental, ouais. C'était une course très mentale pour moi. Ouais. Et comment tu l'expliques, ça? Parce que c'est vrai que c'est particulier si tu avais la caisse et tout. C'est des moments de doute. Tu t'es dit, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Ouais. Est-ce que tu avais même peur d'y arriver? On s'était fait un peu tout un monde aussi de ce marathon pour tous, parce qu'on sait tous, on en a beaucoup parlé, que le parcours était historiquement difficile. Donc, c'est galvanisant. Puis j'ai tout cumulé, quoi. Premier marathon, plutôt toute nouvelle coureuse, de 1 an et demi avant seulement, quoi. J'avais vraiment démarré. Départ le soir, psychoté toute la journée, chaleur, parce que je rappelle à tout le monde qu'on a démarré, il faisait quand même 26 degrés, donc quand on court, c'est assez chaud. Chaleur, parcours difficile. Parcours des Jeux Olympiques, la totale, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus évident. Ouais. Et on va parler de la ligne d'arrivée, mais est-ce qu'il y a un moment, parce que
ça encore, c'est quelque chose que les coureurs vont comprendre. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, je sais que je vais aller au bout, je sais que ça va être fait. Est-ce que c'est 300, 400 derniers mètres? Alors, est-ce que tu as ressenti ça? Alors, j'ai jamais, encore une fois, sauf si à un moment donné, j'avais mon corps qui se blessait, mais à aucun moment, je me suis dit que j'irais pas au bout. Alors ça, vraiment, il y avait un truc, et d'ailleurs, je le répétais à tout le monde avant, qui voulait l'entendre, qui me disait alors, comment tu penses que tu vas... comment va se passer ta course? Je dis, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que sauf si mon corps le décide à ma place, je vais aller au bout de cette course. Toi, t'en étais convaincu. J'en étais, mais... Tu te laissais pas le choix, en fait. Je ne me laissais pas le choix. Ouais. donc, quoi qu'il arrive, j'allais au bout de cette course. Peu importe le temps que ça prenait, peu importe la façon. Et voilà, la seule raison pour laquelle j'aurais pas été au bout, c'était parce que je me blessais, quoi. Mais sinon, quoi qu'il arrive, je voulais aller au bout de cette course. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, ouais, moi, c'est une histoire de plus d'angoisse, de stress de la première et de mentale que de corps et de prépa physique parce que ouais, j'avais les jambes, j'avais le cœur à tout moment, y compris sur les grosses montées dont on a beaucoup parlé et les grosses descentes. Mais j'étais stressée, quoi. C'est vraiment ton corps et ta préparation qui a pris le relais, quoi, finalement. Parce que des fois, c'est l'inverse. On dit le mental prend le relais sur le corps. Et puis tout s'est passé toi, comme je n'imaginais pas. Je discutais avec un autre coureur juste avant qui me disait, tu verras, qui avait déjà fait des marathons, mais qui est plutôt amateur, donc dans lequel je me reconnaissais. Il me dit, tu verras, à 36 km, donc à telle étape, tu peux ressentir ça, à telle étape, tu peux ressentir ça. À 36, à 36, c'est bon, c'est fini. Tu peux te dire, tu peux lâcher et tu peux te dire que c'est terminé, etc. J'ai vécu tout l'inverse de ce qu'il m'a dit. À telle étape, je me sentais bien. En fait, après l'inverse, à 36 km, chaque kilomètre que je faisais, j'ai l'impression d'en faire 10. Enfin bon. Donc en fait, les marathons, je pense que tu as une personne un marathon, déjà. Tu as des conseils dans la généralité, dans la globalité qui fonctionne pour tout le monde. Mais après, le ressenti, et d'ailleurs, pour une même personne, plusieurs marathons, j'imagine que c'est à chaque fois différent. Mais voilà, donc j'ai pris en pleine face pendant 42 km une découverte, en fait. Voilà. Mais c'est une découverte, et on est, de toute façon, c'est pour ça que les plans de course, ça me fait toujours sourire. Et les fois quand j'entends des gens qui me disent je vais faire ce chrono-là sur mon premier marathon. Le marathon, c'est une épreuve d'endurance. Et l'épreuve d'endurance, c'est une rencontre vers l'inconnu. Oui. Et j'ai rarement vu des... Alors ça arrive quelquefois où vraiment, tu as un plan de course, tout se passe très très bien. Mais c'est quand même assez rare. Et surtout sur un premier marathon, le marathon, tout peut arriver. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que votre seul un peu objectif, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et que s'il y a un problème, ce ne soit pas vous la cause de ce problème. Voilà. C'est la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un contrôle. C'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel je suis partie. En fait, c'est vraiment le reste, c'est... Voilà, maintenant, clairement, ça ne vous appartient plus, quoi. C'est quelque chose qui... Après, on peut toujours analyser le pourquoi du comment. Mais quoi qu'il arrive, un marathon, surtout sur un premier marathon, c'est une rencontre avec l'inconnu. Et vous allez, quoi qu'il arrive, il va se passer des choses imprévues. Et ça, c'est vraiment une composante que je retrouve à chaque fois avec les gens que j'interviewe et que je rencontre. Ils m'ont dit, ça s'est pas passé comme ce que j'avais passé ou comme ce qu'on m'avait dit. Ça s'est pas vraiment passé comme je l'imaginais. Mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est génialissime en vrai. Et c'est ce qui est beau, tu disais tout à l'heure, il y a des hauts, il y a des bas, c'est ce que disait Johan, mais c'est tellement une parabole avec la vie en fait. On passe par tous les états, quoi. Sur un marathon, on passe par tous les états. Et puis, pour revenir à ta question sur la ligne d'arrivée, ce qui est assez marrant, c'est que je suis passée par des moments plutôt bien et puis par des moments de souffrance, mais à 200 mètres de la ligne d'arrivée, évidemment, mon angoisse s'est envolée. Mais littéralement, c'était fini. Et j'ai sprinté, en fait. Et c'est assez marrant parce qu'au bout de 42 km, pour les gens qui l'ont fait, ils savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Personne n'a encore les jambes pour juste finir, tracer et se faire un petit 200 mètres à l'arrivée d'un 42 km. Donc en fait, moi, j'ai été assez quand même paralysée, tétanisée pendant pas mal de kilomètres sur cette course par mon angoisse, par mon mental. Et tout en ayant à la fois la certitude et la volonté absolue d'aller au bout. Donc j'avais un peu deux mondes qui se percutaient dans ma tête en permanence, quoi. La peur de l'inconnu avec l'envie absolue de la surpasser, quoi. Voilà.
Donc j'ai ces deux Ophélie-là qui se sont fightés pendant 42 km. Et sur les derniers 200 mètres, j'ai vu le tapis bleu, cette arche. Et tout s'est envolé et j'ai volé. Voilà. Et quand on franchit la ligne d'arrivée, à un moment donné où ça y est, c'est fait, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que tu as ressenti, à quoi tu as pensé? Est-ce que tu te souviens précisément de ce moment-là? Oui, je m'en souviens précisément. J'avais mal un peu partout. J'étais éreintée, mais j'étais vraiment, 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 vraiment heureuse. Vraiment, vraiment fière, vraiment satisfaite. T'as repensé à des choses de ta vie? Vraiment, c'était fait. Il y a des choses qui sont revenues peut-être? Alors, malheureusement, non, pas à ce point-là, parce qu'assez vite, j'ai eu besoin de vomir. Mais, c'est des choses qui arrivent sur le marathon. C'est des choses qui arrivent sur le marathon. Donc, à un moment donné, assez rapidement, j'ai juste eu besoin de me mettre sur le côté et de me concentrer sur juste ce moment très physique de ma ligne d'arrivée. Mais non, sur le moment, j'étais très, très contente. Mais après, quand tu es rentrée, à un moment donné où tu te dis, je suis marathonienne, c'est ça aussi. C'est aussi le lendemain était magique pour moi. Le lendemain était magique parce que comme j'étais très préparée physiquement, j'ai pas trop souffert, j'ai pas eu de... Je recourais à 10 km 2 jours après, comme si de rien n'était. Hein. Donc j'ai... Par chance, moi, j'ai vécu un truc... C'était très bien préparé, alors. Bravo à Johan Durand, il a bien fait le job. Ouais. Alors, vraiment... Quand on se prépare pour un marathon, on se prépare pour la course, mais on se prépare aussi beaucoup pour l'après-course. Vraiment. Et franchement, c'est pas mal de pas douiller derrière votre course pendant 15 jours. Quoi, hein. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment retrouvé ma vie totalement normale tout de suite, physiquement parlant. Donc ça, c'était chouette. Et le lendemain, pour moi, ça a été un état d'extase absolue parce que c'est vraiment là, à ce moment-là, plus que sur la ligne d'arrivée, que j'ai eu le sentiment du travail accompli, que j'ai eu la fierté, que j'ai eu le... ça y est, c'était aussi, fait. Tu l'as fait. Il y a des gens qui y croyaient, des gens qui y croyaient pas. Ouais, tu te dis, ça y est, elle l'a fait. Et puis le partage, ouais. Et puis surtout, c'est quand on prépare un marathon, et c'est ça aussi, c'est bien quand on fait le marathon de Paris ou le marathon pour tous, c'est que les gens sont au courant parce que tu vois, tu es en local, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu vas dans d'autres pays, mais tu as les collègues de travail, les amis, la famille. Oui, il y avait tout ça en fait les gens sont voilà. J'avais plein de proches, des amis, il y avait un support autour et un soutien qui était très présent, que j'ai beaucoup ressenti et d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé pendant la course aussi. Vraiment tous les gens qui sont à nos côtés, les mois et les mois de préparation et qui disent allez, bravo, c'est super ce que tu fais, continue. Vous n'imaginez pas tout ce que vous nous apportez en fait, parce que ça nous aide dans la prépa. Et le jour de la course, on pense beaucoup aussi à ces gens-là en fait. Moi, je me souviens de plein de moments de ma course où je pensais aussi à tous les gens qui croyaient en moi et tous ces gens qui ont été très contents pour moi de me voir sur la ligne d'arrivée. Ouais, et puis même ton mari, les gens qui s'organisent, les enfants, parce que c'est aussi, on implique, c'est un projet qui implique aussi la vie de famille. Absolument, et tout ça. Qui a une répercussion sur souvent on dit d'ailleurs qu'il faut une médaille aussi pour la famille et les conjoints, parce que c'est vrai que c'est aussi une donc c'est clair. Et que du coup, ils sont aussi dans ce projet-là. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas qu'un défi. Non, c'est une orga globale de vie, les collègues de travail, qui acceptent de décaler une réu d'une demi-heure ou d'une heure pour vous laisser aller faire votre run. C'est un tout, en fait. C'est une histoire de groupe. Cette satisfaction, ce petit nuage, c'est des trucs que tu avais déjà ressentis ailleurs ou c'était vraiment une expérience nouvelle pour toi? J'ai ressenti plein de satisfaction dans plein de moments, mais c'est une expérience totalement nouvelle, cette histoire de marathon. C'est vraiment à part. Déjà parce que c'est un truc auquel je pensais jamais avoir accès dans ma vie. Jamais. Mais déjà même le semi, la première fois que j'ai fait un semi, c'était juste dingue. Alors le marathon, n'en parlons même pas. Donc voilà, j'ai eu plein de moments d'euphorie, de joie, d'émotions fortes et assez folles dans ma vie. Et puis j'ai de la chance de faire un métier qui m'apporte ça aussi. Mais franchement, l'expérience marathon, c'est un monde à part. Il y a un avant et un après? Oui, bien sûr. Ça fait partie de votre vie après un peu quand même. Hein. Ça fait partie de votre vie. Moi, ça ne m'a pas du tout dégoûté, bien au contraire. Je continue à courir autant. Et je pense que ça fera partie de ma vie un petit moment, tant que mon corps l'acceptera. Ouais. Justement, c'est ma prochaine question. C'est quoi maintenant les nouveaux défis quand on a fait le marathon pour tous?
Maintenant, c'est de faire les courses un petit peu plus dans le plaisir cette année. Retourner faire le Marseille-Cassis, pour tout vous dire, parce que c'est une course qui a une place émotionnelle, comme vous l'avez compris, assez forte pour moi. Donc, je suis contente de retourner sur la ligne de départ au Vélodrome fin octobre. Et puis, faire des courses dans des lieux en France ou en Europe qui ont un sens dans ma vie. Voilà, moins la recherche du chrono que du plaisir. Jusqu'à me sentir prête. Pas forcément tout de suite, parce que, comme on se l'est dit, et je crois que les gens l'ont compris, c'est quand même massif. C'est engageant. C'est engageant. Ça prend une certaine place dans une vie. Donc, refaire d'ici fin 25 ou début 26 un marathon en m'ôtant de la tête, s'il vous plaît, cette angoisse de la première fois qui est quand même assez présente dans mon histoire. Bah, ce sera une nouvelle. T'as déjà des marathons qui te font un petit peu rêver comme ça ? Oui, c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais New York... Il est pas facile, New York. Hein. Ouais, j'ai fait le marathon pour tous. Ça va être hyper, oui, c'est vrai que ça va être hyper roulant du coup pour toi. C'est l'avantage quand on commence très dur, c'est que tu mets la barre haute. C'est ce que tout le monde m'a dit, ouais. Donc New York, il y en a un autre aussi. Ou même des courses qui tu vois, parce que souvent aussi les gens aiment bien allier maintenant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est un peu, tu vois, le tourisme sportif. Oui, on va découvrir une ville, on va découvrir une course. Il y a le trail aussi, je sais pas, c'est des choses que tu Alors, regardes. Pas du tout. Je suis pas attirée par ça. C'est vraiment, moi j'aime la course sur route. Mais peut-être que j'y viendrai, mais pour l'instant non. Mais par exemple, mes parents vivent à Barcelone et donc je me suis inscrite au Semi de Barcelone parce que ça va tellement m'amuser de chercher mes petits parents sur le bord de la route à Barcelone au mois de février. Ouais, puis ils vont être trop fiers. Pour me soutenir et qu'ils soient là à la ligne d'arrivée. Voilà, donc là, ça va être une année de course plaisir. D'accord. S'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent et justement qui hésitent à se lancer, peut-être qu'ils ne se sentent pas capables, peut-être qu'ils ne se sentent peut-être pas légitimes, parce qu'il y a aussi ce côté, des fois je dis, mais ça ne te dirait pas de faire quelle course te fait envie, le marathon, mais ça ne te dirait pas de le faire. Et des fois, je dis, mais attends, limite, les personnes se sont insultées, mais laisse-moi tranquille, je ne suis pas capable de faire ça. Quoi. Et des fois, des gens vraiment qui se mettent des barrières très fortes. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner, entre guillemets, justement, pour... Après, on est seul à savoir avec soi-même ce qu'on est capable de faire ou pas. Moi, je suis l'exemple même de la personne qui jamais n'aurait pensé être capable et pourtant qui l'a fait. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, moi, je suis exactement dans cette histoire-là. Mais je n'aimais pas courir et j'étais nulle. Enfin, voilà. Et c'est de là que je pars. Donc, moi, j'ai plus tendance à vouloir dire... on n'a rien à perdre à tenter, en fait. On n'a rien à perdre à tenter. Après, il ne faut pas se forcer si on n'a pas envie. Mais si les gens qui nous écoutent là ont quand même, au fond d'eux, cette envie qui les anime, mais juste qui se disent « j'en serai jamais capable », ça, moi, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Je l'ai fait pour moi-même. Je me suis balayé ça de la tête, vite fait, bien fait, là. Et il ne faut pas avoir de regrets. Et avant, en fait, il faut y aller étape par étape. Avant d'aller en quête d'un marathon... c'est les petits pas. Ouais, aller en quête. Une marche à la fois. Aller en quête de cette séance où, par magie, sans avoir le sentiment d'avoir fait un effort supplémentaire, vous allez perdre 30 secondes à votre chrono. Allez en quête de ce jour où à la fin d'une course, vous vous direz « tiens, mais j'ai fait 12 km et je ne suis pas fatiguée ». Allez en quête de ce jour où vous sortez de la douche, vous dites « Ah, mais j'ai un muscle là !» Allez en quête de ce jour où vous vous inscrivez pour une course de 20 km et puis vous dites « c'est pas si difficile que ça !» Et puis un jour, peut-être le marathon. C'est petit pas par petit pas, mais ce qui est chouette avec la course, c'est que chaque pas est très satisfaisant. Ouais. Et puis surtout, on voit les progrès. C'est un sport parce que... tu vois, si tu as fait de la danse ou quelqu'un qui va même jouer, quelqu'un qui va jouer du saxophone. Oui. Moi, j'ai ma conjointe qui est musicienne et des fois, je me dis, mais il faut combien d'années avant ne cesse que de sortir un son et tu vois, passer par le solfège. Et c'est vrai que la course à pied, finalement, en 2-3 semaines, c'est un truc qui est très gratifiant parce que tout de suite, tu vois, vous allez
voilà, un peu comme quand on fait le ménage, on voit tout de suite les résultats de ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une notion de. Bon, je suis un peu obsédé par le ménage, mais c'est désolé de la comparaison. Mais tu sais, t'as un côté gratifiant, tu vois. C'est vraiment. Et c'est ça qui est bien avec ce sport-là, c'est que quand même, et assez très vite, rapidement. on voit des résultats. Il faut juste passer cette petite zone qui est vraiment très inconfortable, Voilà. on a le sang dans la bouche, on n'est pas. Voilà, c'est très désagréable, on se dit qu'est-ce qu'on fout là, qu'on n'est pas fait pour ça. Mais dès que vous avez passé ça, on voit les résultats. Assez vite, on voit les résultats, c'est vrai. Top. Et ensuite, ça donne envie de continuer, c'est sûr. Alors, Ophélie, on a une petite tradition qui est assez nouvelle dans ces échanges, dans ces interviews, c'est que je partage une citation qui, pour moi, reflète peut-être au mieux l'histoire et la personnalité aussi de mon invité. Pour toi, voilà, j'en ai choisi une qui est très connue, peut-être certainement même que tu connais, parce que tu as dit, mais je ne pouvais pas la citer tellement que pour moi, elle correspond. C'est Emil Zatopek. Je ne sais pas si tu connais, c'était un coureur olympique tchèque qui est assez connu, qui a une histoire assez particulière. Et il disait ceci: si tu veux courir, cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Je pense que ça résume bien ton histoire. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup pour cet échange. C'était super, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis sûr que nos auditeurs aussi. Et tu vois, t'as carrément toute ta place dans la tête d'un coureur. Merci. Tu vois, on a parlé de la tête et tout. T'es même l'incarnation même de ce pourquoi on a voulu, moi et les équipes, créer ce podcast. C'est-à-dire des histoires humaines, du changement. Et t'incarnes parfaitement ça. Donc t'étais plus que légitime. Je suis très touchée d'avoir été invitée et j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis hâte de te revoir courir, pourquoi pas, du côté de Barcelone. Ouais. À bientôt. À bientôt, merci.